Dans la dernière émission, nous avons amorcé l'étude du couple continent-océan avec l'examen des processus dominants sur les continents, principalement les processus d'érosion et de transport de matériaux qui modèlent la surface des continents. Nous avions terminé l'émission en parlant de cette zone tampon entre océan et continent, le littoral. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'océan. Nous allons examiner deux aspects de l'océan. D'abord, comment se redistribuent tous les matériaux qui sont apportés des continents, qui séjournent un certain temps sur le littoral et qui finalement vont se retrouver dans la Grande Fosse. Mais aussi, nous allons voir comment l'océan produit ses propres matériaux. Puis, nous allons étudier la circulation océanique, comment ces grandes masses d'eau circulent, un sujet très important pour l'interaction entre océan et atmosphère. Nous avons vu cette carte topographique générale de la planète la semaine dernière. Elle nous montre que si on appelle la Terre la planète bleue, c'est bien parce que les océans couvrent 70% de sa superficie. On sait que la profondeur maximale de l'océan se situe dans les fosses avec un maximum de plus de 11 000 mètres dans la fosse des Mariannes. Les plaines abyssales en bleu foncé constituent une assez grande superficie. La profondeur de leur plancher oscille entre 4 000 et 6 000 mètres. Les zones en bleu pâle sont les zones moins profondes, correspondant aux marges continentales et aux dorsales. Au niveau de ces dernières, la profondeur varie de 2 000 à 4 000 mètres. On l'a dit, la topographie des fonds océaniques a été établie principalement durant la Deuxième Guerre mondiale par la méthode du sonar. On avait donc obtenu des cartes relativement fiables, comme celle-ci que vous connaissez bien maintenant et qui constitue une bonne représentation de la topographie océanique. Cependant, il restait encore des zones mal connues, particulièrement dans le Pacifique sud-ouest et dans l'océan Indien. C'est l'avènement des satellites qui a permis d'abord de confirmer la topographie établie, puis d'obtenir les renseignements qui manquaient. Cette carte est ce qu'on appelle le géoïde océanique, obtenu par des mesures satellitaires et qui montre de très fins détails des fonds océaniques. Remarquez que les reliefs reliés aux zones de failles transformantes sont particulièrement mis en évidence, de même que les chaînons de volcans sous-marins. Évidemment, l'exploration océanique ne s'est pas limitée aux seules levées topographiques. Je vous ai déjà parlé de ces campagnes de forage sur les fonds océaniques initiées par la communauté scientifique internationale. Ces campagnes de forage ont fourni une accumulation de données très importante qui nous permet de beaucoup mieux connaître la croûte océanique et sa couverture sédimentaire au niveau de la composition et des âges, par exemple. Un avancement technologique important qui est survenu au début des années 1970, ça a été la mise au point de petits submersibles habités par un ou deux hommes capables d'explorer les fonds océaniques de façon autonome jusqu'à des profondeurs de 6 000 mètres. Ces appareils sont facilement manœuvrables, on peut les positionner avec une précision inférieure aux 10 mètres. Ils sont munis de bras qui permettent l'échantillonnage des sédiments ou des roches et ils sont munis aussi évidemment de caméras vidéo qui enregistrent en continu tout ce qu'ils voient. L'océan est un vaste sujet de recherche scientifique qui demande l'intégration de plusieurs disciplines de la science. La physique, la chimie, la biologie, la géologie. Bien sûr, nous allons voir qu'une bien petite partie de ce que nous avons appris et ce que nous continuons à apprendre sur l'océan. Nous allons surtout nous attacher aux aspects géologiques, ce qui touche particulièrement ce qu'on appelle la géologie marine. On a vu
que les fonds marins présentent un relief bien particulier. Plateau continental, talus continental, plaine abyssale, dorsale médio-océanique. On a vu aussi que le Pacifique se caractérisait en plus avec des structures particulières comme les grandes fosses profondes et les volcans de point chaud. Revenons à nouveau sur un profil de l'Atlantique Nord. On a le plateau continental où la bathymétrie, c'est-à-dire la profondeur d'eau, est très faible, comparativement au reste de l'océan, de 0 à moins de 200 mètres. La pente moyenne du plateau est très faible, beaucoup moins que 1 degré, 7 minutes seulement. Il y a aussi la pente ou le talus continental avec une pente qu'on représente dans notre iconographie habituelle comme très abrupte, mais qui en réalité est de l'ordre de 4 degrés seulement. Par rapport au plateau continental, il s'agit néanmoins d'un changement de pente relativement brusque, créant une rupture de pente importante et marquée. Cette rupture, elle se fait en moyenne à une profondeur de 132 mètres. Puis ensuite, vous connaissez la plaine abyssale et la crête médio-océanique. Voyons d'un peu plus près cette marge continentale à la lumière de ce que nous connaissons maintenant de la structure de la croûte terrestre. On comprend mieux l'origine de ces reliefs lorsqu'on se souvient comment se forme un océan. On a vu dans les premières émissions qu'un océan tire son origine du rifting continental qui sépare une grande plaque lithosphérique en deux. Puis, à mesure de la séparation et de l'éloignement des deux nouvelles plaques, il y a d'abord formation d'une mer linéaire et finalement d'un océan. La topographie d'une marge continentale a hérité de ce processus de formation d'un océan. Elle est fonction de la nature et de la structure de la croûte terrestre sous-jacente. Le plateau correspond à la croûte continentale et la rupture de pente à la terminaison de cette croûte où se développe le talus continental. La couverture sédimentaire vient adoucir les reliefs de la croûte. Nous verrons dans quelques minutes que le glacis continental, qui correspond à une sorte de bosse au pied du talus, correspond à l'empilement des sédiments à la base de ce talus. Et puis, évidemment, la plaine abyssale et la crête océanique correspondent à la croûte océanique. Plateau continental, talus et glacis forment ce qu'on appelle la marge continentale par rapport au domaine océanique proprement dit. Il s'agit ici d'une marge qu'on dit passive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'activité tectonique significative. Croûte océanique et croûte continentale font partie de la même plaque lithosphérique. On sait que la topographie du Pacifique, par exemple, se caractérise par la présence de fosses. Vous savez maintenant que ces fosses correspondent à des zones de subduction et qu'elles constituent une frontière entre deux plaques lithosphériques. C'est ce qu'on appelle une marge continentale active. On a vu dans l'émission précédente que bien que l'érosion des côtes constitue une source de matériel sédimentaire important, c'est véritablement le matériel qui est arraché aux surfaces continentales et déposé sur les deltas qui constitue le gros des sédiments qui sont apportés à l'océan. Ce matériel est redistribué le long des côtes par les courants littoraux, mais il demeure en transit. Il va être transporté subséquemment vers l'océan qui constitue finalement la grande fosse de dépôt. Nous allons voir que cette redistribution se fait principalement sur les marges continentales. Disons d'abord qu'on reconnaît deux grandes zones sur le plateau continental, le littoral et ce qu'il est convenu d'appeler l'offshore, la partie plus profonde du plateau. Une partie de la charge sédimentaire du littoral est transportée vers l'offshore, principalement par suspension. Il s'agit donc des sédiments à particules fines, soit des boues ou des sables très fins. Occasionnellement, lors des grandes tempêtes, des ouragans, des particules un peu plus grossières peuvent être amenées dans l'offshore. Mais dans l'ensemble, l'offshore se caractérise par l'empilement de sédiments plutôt fins. À la marge du plateau continental, au voisinage de la rupture de pente et sur le talus, l'accumulation des matériaux crée des masses sédimentaires souvent en équilibre fragile. Et le moindre séisme ou encore les effets de surcharge vont contribuer à briser l'équilibre.
Il s'y produit alors fréquemment des avalanches qui entraînent de grandes masses de sédiments qui se déposent sur le glacis. En fait, c'est ainsi que se construit le glacis. L'autre partie de la charge sédimentaire du littoral, cette fois les sédiments plus grossiers, les sables et les graviers, est apportée à la base du talus et viennent aussi contribuer à la construction du glacis continental. Ces sédiments sont chenalisés dans les canyons sous-marins. En effet, à plusieurs endroits, le plateau continental est entaillé par de véritables canyons qui sont le plus souvent des vestiges d'érosion qui a eu lieu durant les périodes où le niveau des mers était beaucoup plus bas. Certains de ces canyons prennent leur source tout près du littoral. Les sédiments y sont transportés par divers mécanismes tels les avalanches, le glissement en masse, les courants de turbidité ou la simple reptation, c'est-à-dire un glissement très lent de la masse sédimentaire. Ils forment à l'embouchure des canyons des cônes sédimentaires très volumineux qu'on peut qualifier de delta des grandes profondeurs. On voit qu'en bout de piste, le gros de la sédimentation des matériaux qui proviennent des continents se fait sur les marges continentales. Un des mécanismes de transport et de sédimentation très importants qui joue au niveau des canyons sous-marins, du glacis continental ou des grands cônes des profondeurs, c'est le courant de turbidité. Pour illustrer ce mécanisme, prenons un exemple. Le courant de turbidité qui a eu lieu au large des grands bancs de Terre-Neuve lors d'un séisme en 1929 et qui s'est étalé sur la plaine abyssale de Somme. Ce courant de turbidité, il a été initié sur le talus continental au sud des Grands Bancs. À l'époque, les communications outre-Atlantique se faisaient par câbles sous-marins. Le 18 novembre 1929, un séisme dont la magnitude a été évaluée à 7,2 sur l'échelle de Richter et dont l'épicentre se trouvait à la hauteur du talus continental a déclenché un immense glissement de terrain qui s'est vite transformé en un courant de turbidité. Tout le matériel a été entraîné vers la plaine abyssale de Somme et s'est étalé sur une distance de quelques 800 km. Comme je viens de le dire, il y avait une grande quantité de câbles télégraphiques qui reposaient sur le fond. Pour les besoins de la démonstration, on n'en a représenté que quelques-uns ici. La vitesse de déplacement du front du courant de turbidité a pu être calculée à partir de l'heure à laquelle la communication a été coupée par un câble donné. Voici comment la chose s'est déroulée. On voit ici en coupe la marge du plateau continental avec des pentes fortement exagérées et la répartition des câbles sur le fond marin représentée par les points rouges. Le séisme a déstabilisé toute la pile sédimentaire et initié le glissement de terrain. Les câbles qui se trouvaient dans la zone d'avalanche ont été instantanément brisés au moment du séisme. Les sédiments se sont mêlés à l'eau pour former une coulée dense composée d'un mélange de boue et d'eau. Comme ce mélange est plus dense que l'eau, il s'est écoulé sur le fond et a progressé rapidement vers le bas de la pente. C'est le courant de turbidité. Les premiers câbles à se rompre l'ont été au moment du séisme, disons l'heure zéro. Les seconds le furent 59 minutes après le choc, les suivants 3 heures et 3 minutes après le choc, puis 9 heures et 1 minute. Finalement, les derniers, qui se trouvaient à plus de 800 km de l'épicentre, furent rompus 13 heures et 17 minutes après le séisme. Connaissant les distances, on peut calculer la vitesse de déplacement du front du courant de turbidité. On a évalué que la vitesse maximum a été de 95 km/h avec une vitesse moyenne de l'ordre de 60 km/h. Ce courant a laissé un dépôt qu'on appelle une turbidite. Ce dépôt a une épaisseur de quelques dizaines de centimètres au début qui s'amenuise à quelques centimètres progressivement vers la fin. Cette turbidite contient une suite de structures sédimentaires qui lui est propre et qui permet aux géologues de reconnaître les anciens dépôts de turbidite. Ce mécanisme de sédimentation qu'on peut qualifier géologiquement d'instantané peut vous apparaître exceptionnel et même peu significatif. Détrompez-vous, c'est un mécanisme qui est très important au niveau des dépôts géologiques.
Faisons un petit calcul pour nous en convaincre. Supposons que dans un secteur donné, il se déclenche un courant de turbidité à chaque siècle seulement. Supposons aussi que chaque courant de turbidité dépose une couche, c'est-à-dire une turbidite, de 3 cm d'épaisseur en moyenne. Après 1000 ans, il se sera déposé 30 cm de sédiments. Après 100 000 ans, 30 mètres. Sur une période de 1 million d'années, il se sera déposé 300 mètres de sédiments. La marge continentale de l'océan Atlantique fonctionne depuis l'ouverture de cet océan, c'est-à-dire quelques 160 millions d'années. On considère que la marge de l'océan Iapetus, qui est cet océan dans lequel se déposaient tous ces sédiments qui forment aujourd'hui les Appalaches, a fonctionné pendant au moins une centaine de millions d'années. Si j'applique le petit calcul que je viens de faire, on aurait déposé dans cet océan Iapetus 30 000 mètres de sédiments, 30 kilomètres de sédiments. Vous voyez qu'on arrive à des chiffres qui dépassent l'entendement lorsque l'on met les choses dans une perspective de temps géologique. Évidemment, le rythme de sédimentation postulé n'est peut-être pas le bon. Est-ce qu'il s'agit d'une turbidite par 100 ans, 200 ans ou 500 ans? Est-ce qu'il s'agit d'une turbidite de 1 cm, 3 cm ou 5 cm? Les phénomènes de compaction n'ont pas été évalués. Par contre, les phénomènes de sédimentation, ce qui s'est déposé entre chacune des turbidites, n'a pas été calculé non plus. L'idée, en fait, c'était simplement de vous montrer que lorsqu'on regarde les choses dans une perspective géologique, on a donc là un mécanisme de sédimentation qui est très significatif. Les sédiments de la marge de l'océan Iapetus, qui forment aujourd'hui les séquences rocheuses, entre autres, d'une grande partie de la rive nord du bas du fleuve et de la Gaspésie, de Québec à Cap-des-Rosiers, sont constitués d'épaisses séquences à turbidites qui se mesurent en plusieurs milliers de mètres d'épaisseur. Sur cette photo, chaque banc résistant représente une turbidite. Les bancs moins résistants en retrait représentent les sédiments qui se sont déposés entre chaque coulée de turbidite. Nous venons de voir que la zone d'influence du continent en termes de sédimentation terrigène dans l'océan se situe principalement au niveau de la marge continentale. Nous allons voir maintenant que l'océan produit aussi lui-même ses propres sédiments. C'est ce qu'on appelle la charge allochimique. Un des éléments essentiels des océans, mais qui échappe à l'œil, c'est le plancton. Le plancton, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent en suspension à la surface des océans dans une couche qui fait jusqu'à plusieurs dizaines de mètres et dépasse même les 100 mètres par endroit et qui est une véritable soupe organique. Plusieurs de ces micro-organismes possèdent un squelette minéralisé, soit en carbonate de calcium, le CaCO3, le minéral calcite ou aragonite, comme par exemple les foraminifères ou certaines microalgues du nanoplancton, soit en silice, le SiO2, comme les diatomées et les radiolaires. Ce monde microscopique est fascinant de beauté. Après la mort d'un individu, son squelette devient une particule sédimentaire. Il s'ensuit que la surface des océans produit une pluie continuelle de très fines particules. Cette pluie, elle est composée de matière organique non encore oxydée, MO sur le schéma, de CaCO3, calcite et aragonite, et de silice, SiO2. J'attire votre attention ici sur une limite naturelle en milieu océanique qu'on appelle la CCD et qui a une influence importante sur la composition des sédiments des fonds océaniques. Cette limite, c'est le niveau de compensation des carbonates. La CCD, c'est l'acronyme pour Carbonate Compensation Depth. En certains endroits, le fond océanique se situe sous ce niveau, en d'autres endroits, au-dessus de ce niveau. Il y a donc, à partir de la surface océanique, une pluie de matériaux fins, composés de matière organique, de CaCO3, de SiO2. Il y a aussi une certaine quantité d'argile décantée de la sédimentation terrigène et de poussière atmosphérique qui se dépose à la surface des océans. Durant la sédimentation de ce matériel, une partie de la matière organique est oxydée par l'oxygène libre de l'eau marine, mais une autre partie atteindra le fond sans être oxydée. Sous le niveau de compensation des carbonates, les carbonates sont dissous, ce qui veut dire que les particules d'aragonite et de calcite n'atteindront pas le fond lorsque ce dernier est sous la CCD, comme ici.
Par contre, les sédiments seront riches en calcite ou aragonite lorsque le plancher océanique est au-dessus de la CCD. En somme, le gros des sédiments au large des marges continentales est produit par l'océan lui-même, biologiquement. Ceux-ci forment sur la croûte basaltique une couche d'un mélange de matière organique, de silice et possiblement de carbonate, avec des proportions variables d'argile et de poussière atmosphérique à la grandeur des plaines abyssales et des zones de dorsales. Revenons à cette charge sédimentaire sur les plateaux continentaux. On a vu que l'érosion des continents était le principal contributeur à cette charge qu'on a appelée la charge terrigène. J'ai fait une omission, il n'y a pas que la charge terrigène sur les plateaux continentaux. En certains endroits, la vie contribue à la charge sédimentaire. Ces endroits, ils sont vastes, ils correspondent aux plateaux continentaux et aux plateformes insulaires qui se situent essentiellement entre la latitude 30 degrés nord et la latitude 30 degrés sud. Simplifions en disant qu'il s'agit en gros des mers tropicales. Sur ces plateaux, la vie benthique, c'est-à-dire la vie qui se développe sur les fonds marins, cette vie benthique, elle est prolifique. Elle prolifère grâce à 3 éléments principaux. L'illumination, qui est à son maximum parce que l'eau y est très peu profonde, la température de l'eau, qui est relativement chaude, et une bonne oxygénation de l'eau à cause du brassage constant. Un grand nombre de ces organismes sécrètent un squelette minéral, soit calcite, aragonite, squelettes qui, après la mort des organismes, vont se déposer sur les fonds marins et contribuer à former des particules sédimentaires de toute taille. Dans les zones tropicales, le gros des sédiments, finalement, est constitué de ces squelettes d'organismes. C'est pourquoi on parle de plateaux ou de plateformes calcaires. Les taux de production sont élevés. On cite des taux de production de 1 mètre par millier d'années, ce qui est énorme géologiquement parlant. Rappelez-vous que je viens de vous parler, dans le cas des turbidites, de taux de sédimentation de l'ordre de 30 cm par millier d'années, ce qui est 3 fois moins. Je vous ai cité aussi le chiffre de 4 mètres par millier d'années en ce qui concerne la sédimentation sur le delta du Mississippi. Il faut voir que là, c'est une exception, même si c'est 4 fois plus que la sédimentation carbonatée. C'est une exception parce que la sédimentation se fait en un point bien spécifique et non à la grandeur d'un plateau continental. La vie produit donc une masse de sédiments extrêmement importante sur ces plateaux continentaux. Plusieurs de ces plateaux ou de ces plateformes insulaires possèdent des structures très particulières que l'on appelle des récifs coralliens qui, dans une certaine mesure, vont contrôler aussi la sédimentation. Ces récifs coralliens, on les retrouve à la marge des plateformes continentales où ils forment des barrières récifales ou encore comme des franges autour des îles volcaniques où ils forment des atolls. Par exemple, on retrouve des récifs barrières tout au long de la marge du plateau continental au sud du Mexique ici. Dans le système atlantique Caraïbe, on retrouve une barrière récifale tout au long de la péninsule du Yucatan ici, de même qu'au sud de la Floride. Et puis on retrouve dans les Petites Antilles, par exemple, ici, des récifs associés aux îles volcaniques. On retrouve des récifs aussi à la pointe du Brésil ici. Et puis de l'autre côté de l'Atlantique, tout au long de l'Europe ici et du continent africain, on trouve à peu près pas de récifs, sauf du côté du Gabon ici, au large du Gabon, où on retrouve quelques petits récifs barrières. Si on vient maintenant dans l'océan Indien, on retrouve tout au long de la côte de l'Afrique, ici, du Mozambique jusqu'à la Somalie, incluant toute la côte ouest ici de Madagascar, on retrouve de beaux récifs barrières et on retrouve aussi beaucoup de récifs dans le golfe Persique ainsi que la mer Rouge ici. Si on va plus loin, plus à l'ouest, dans l'océan Indien, on retrouve des récifs, par exemple, à la pointe de l'Inde ici, entre autres aux Maldives, et puis évidemment de très beaux récifs tout au long de l'Indonésie ici. Dans le Pacifique, on va retrouver essentiellement des atolls associés aux îles volcaniques de points chauds. Et puis, finalement, le joyau des récifs coralliens, c'est la Grande Barrière d'Australie qu'on retrouve ici tout le long de cette côte au nord-ouest de l'Australie. Voici le responsable de la construction des récifs, le corail. Ce corail, il est composé de calcaire solide
ici de l'aragonite. Le calcaire a été sécrété par une colonie de petits organismes, des polypes, chacun étant responsable de son petit coin de l'édifice. De plus près, vous voyez une multitude de loges dans lesquelles vivaient les polypes. Ces polypes possèdent dans leur tissu un symbiont algaire qu'on appelle zooxanthelle et qui, évidemment, fait la photosynthèse. C'est pourquoi les coraux ont besoin de lumière. Et c'est grâce à cette symbiose que les coraux sont capables de sécréter massivement le carbonate de calcium. On peut facilement imaginer que la prolifération de telles structures va construire un édifice solide et volumineux, comme en témoigne cette photographie sous-marine. C'est la charpente du récif corallien. Sur cette charpente vient se greffer toute une ribambelle d'organismes diversifiés, animaux et végétaux, qui vont contribuer à construire et à grossir l'édifice. C'est un écosystème complexe, mais extrêmement bien réussi. Les coraux sont intolérants, dans le sens qu'ils ne tolèrent ni l'eau froide, ni l'eau trop chaude, ni l'absence de lumière. Ils ne se développent que dans une fourchette de salinité qui va de 32 à 36 parties par 1000. Ils vont construire des récifs en eau chaude, plus de 18 degrés Celsius et préférablement au-dessus de 25 degrés Celsius, en eau peu profonde à cause de la lumière. Au-dessus des 30 degrés Celsius, ils développent la maladie blanche et meurent. C'est pourquoi on les retrouve uniquement en zone tropicale. Ces récifs vont construire des édifices qui vont se mesurer en dizaines de mètres au-dessus du fond marin. Dans une certaine mesure, ils vont contrôler la sédimentation. C'est le cas lorsqu'ils s'implantent, comme ici, à la marge des plateaux continentaux pour former une barrière à l'énergie venant de la haute mer. À l'arrière de cette barrière, il se développe un lagon dans lequel peuvent aussi s'établir des récifs. En coupe, on voit bien que la barrière récifale s'établit à la marge du plateau continental. C'est là que les nutriments sont au maximum, ainsi que l'oxygénation reliée au brassage de l'eau. La barrière agit comme un amortisseur par rapport au processus de la haute mer, par exemple en ce qui concerne les vagues. Ces dernières vont venir casser sur le récif. Les coraux devront y être robustes pour résister et malgré cette robustesse, ils seront souvent cassés. Cet amortisseur délimite ainsi entre lui et le continent une zone lagunaire relativement calme, plus ou moins large selon les plateaux, où prolifèrent d'autres récifs. Ces récifs isolés permettent le développement de formes plus fragiles. Un bon exemple de cette situation, c'est la grande barrière d'Australie qui se situe au nord-est du continent. C'est la plus longue, elle se prolonge sur une distance de plus de 2000 km. Plus près de nous, il y a aussi une plus petite barrière qui se situe au large de la péninsule du Yucatan. C'est la barrière de Belize. Belize, c'est l'ancien Honduras britannique, un tout petit pays au sud de la péninsule du Yucatan. La ceinture récifale s'étend de la pointe du Yucatan au nord jusqu'au golfe du Honduras au sud, une distance de plus de 600 km. Au niveau du Yucatan, le plateau continental est très étroit et la ceinture est très près de la côte. Il s'agit alors de ce qu'on appelle un récif frangeant. Par contre, au niveau de Belize, la ceinture se situe de 20 à 30 km de la côte et forme une véritable barrière récifale. Voici un segment de cette barrière vue à vol d'oiseau. À droite, c'est la haute mer, à gauche, le lagon. La barrière proprement dite est une mince bande de quelques centaines de mètres à peine, au front de laquelle viennent se briser les vagues. Cette autre vue, un peu plus rapprochée, montre bien la situation. Tout ceci est sous l'eau. La zone de croissance des récifs se fait à l'avant de la zone où brisent les vagues. C'est ce qu'on appelle l'avant-récif. Les petites buttes brunes allongées, ce sont les constructions coralliennes, entourées de sable en plus pâle. Ces constructions s'étendent sur une largeur de quelques centaines de mètres seulement, puis ce que vous voyez en bleu foncé, c'est brusquement la mer profonde. En avant de la barrière, c'est un véritable mur qui descend abruptement jusqu'à des profondeurs de plusieurs centaines de mètres. À l'arrière de la zone où brisent les vagues, ce ne sont que sable et débris arrachés du récif.
C'est la zone pâle au bas de la photo. C'est ce qu'on appelle le platier récifal, continuellement balayé par les vagues et qui se situe à quelques centimètres seulement sous l'eau. Cette autre vue de la barrière de Belize nous montre le lagon à l'arrière de la barrière. C'est dans ce lagon que se développent des récifs isolés, à l'abri des grandes vagues de l'océan. Vus d'un peu plus près, ces récifs montrent aussi ces buttes de coraux en brunâtre qui assurent la construction avec au centre des sables sous l'eau, en clair, et même une petite île. Tout cet ensemble va donner une immense production calcaire. Même si les récifs coralliens sont spectaculaires, ce ne sont pas eux qui dominent sur les plateaux continentaux, c'est plutôt les sables. Ces beaux sables blancs dans lesquels vous allez vous planter les orteils durant la période hivernale sont constitués pratiquement que de fragments de squelettes calcaires d'organismes, mollusques, algues calcaires, foraminifères, etc. On reconnaît bien ici des fragments de coquilles. Ces sables sont donc un produit biogénique. Dans le passé géologique, ces sables se sont empilés sur de grandes épaisseurs, des milliers de mètres par endroit, et se sont indurés pour former la roche calcaire. Ces falaises calcaires sur Anticosti sont formées uniquement de ces anciens sables. On y reconnaît bien les particules qui, en l'occurrence, sont formées de morceaux d'échinoderme. Les récifs ne s'implantent pas uniquement sur les grands plateaux continentaux. On va aussi les retrouver autour des îles volcaniques, comme par exemple le long de l'arc des Petites-Antilles ou encore dans le Pacifique associé au volcan de Pointe-Chaux. En fait, lorsqu'on parle de récifs coralliens, en général, on évoque beaucoup plus ces atolls que l'on retrouve dans le Pacifique, comme en Polynésie, par exemple. Ces atolls sont des récifs qui se sont développés après la formation de volcans de Pointe-Chaux. Lorsque nous avons discuté de la formation des chaînons de volcans de Pointe-Chaux, il y a un phénomène dont je ne vous ai pas parlé et qui acquiert une importance ici. Vous vous souvenez qu'on a déjà vu qu'à mesure qu'une plaque océanique s'éloigne de sa dorsale, elle s'abaisse progressivement, relativement au niveau marin, à cause de son refroidissement. Ceci est aussi applicable aux volcans de Pointe-Chaux qu'elle transporte. C'est-à-dire qu'à mesure que ceux-ci s'éloignent du point chaud qui les a formés, ils s'enfoncent progressivement par rapport au niveau marin. Avec cela en tête, examinons ces quelques schémas qui nous expliquent comment se développe un atoll. Lorsqu'un volcan de point chaud qui s'est formé en zone tropicale a percé la surface marine pour former une île, les rives de cette île sont baignées par des eaux chaudes, bien illuminées et oxygénées. Durant la vie du volcan ou immédiatement après qu'il a cessé son activité, les coraux vont venir coloniser les fonds peu profonds et construire tout autour de l'île une frange récifale. C'est le stade initial, le récif frangeant. Avec le déplacement latéral de la plaque, il y aura abaissement progressif de l'appareil volcanique par rapport au niveau marin. Si les coraux sont capables de maintenir un rythme de construction suffisant pour suivre le rythme de l'abaissement, il y aura construction verticale d'une zone récifale qui peu à peu va délimiter entre elle et la côte de l'île une zone lagunaire. À ce stade-ci, il s'est développé une étroite plateforme insulaire avec sa petite barrière récifale et son lagon. Avec la poursuite de l'abaissement de la plaque océanique, le sommet du volcan en viendra à être totalement submergé. La construction verticale de la marge récifale formera un anneau avec au centre le fameux lagon bleu. C'est ce qu'on appelle un atoll. À ce stade, le volcan est entièrement enfoui sous les calcaires. Voilà pour la vie dans les parties peu profondes des océans. On ne peut clore ce sujet des dépôts océaniques sans parler d'une découverte extraordinaire qui a été faite dans les années 1970 dans le rift des dorsales médio-océaniques. Il s'agit d'amoncellements de dépôts métalliques qui se font à la faveur de sources hydrothermales. Non seulement a-t-on découvert ces dépôts métalliques, mais on a aussi découvert une vie abondante qu'on ne croyait pas possible à de telles profondeurs. Cette découverte est venue bouleverser nos certitudes en ce qui concerne la vie sur Terre et son apparition. Pour le moment, nous allons nous consacrer à l'étude de ces dépôts métalliques et nous reviendrons sur cette découverte de la vie profonde dans une autre émission.
Cette découverte, elle s'est faite grâce au progrès technologique amené par la mise au point des petits submersibles. Déjà au début des années 1970, le Glomar Challenger avait foré dans des dépôts métalliques et rapporté des échantillons, mais on n'avait pas trop bien compris de quoi il s'agissait. La première exploration par submersible s'est faite en 1974 par une équipe franco-américaine qui a plongé sur la dorsale médio-atlantique au sud-ouest des Açores. Ils ont découvert par 2700 mètres de fond ces dépôts métalliques, mais encore une fois, on n'a pas très bien compris de quoi il s'agissait. Les premières véritables grandes découvertes ont eu lieu en 1977 sur la ride des Galapagos dans le Pacifique, puis en 78 et 79 sur la dorsale du Pacifique à la hauteur de 21 degrés nord au large du Mexique. On y a découvert de grandes cheminées qui crachaient des vapeurs noires comme des hautes termitières percées de trous, des cheminées qui peuvent atteindre une vingtaine de mètres de hauteur. On en a même découvert récemment qui font 60 mètres de hauteur. On les a baptisés les fumeurs noirs. Ces cheminées reflètent la lumière du submersible comme si elles étaient métalliques. En fait, on s'est rendu compte qu'elles sont composées de sulfure massif de fer, de zinc et de cuivre. L'eau qu'elles expulsent est une eau à 350 degrés Celsius. C'est pour cela qu'on les appelle des sources hydrothermales. Voici comment se présente la situation d'ensemble. Ces sources, elles sont associées au magmatisme de divergence, un schéma que vous connaissez bien maintenant. Ce magmatisme, il ne se fait pas de façon parfaitement continue. En fait, il y a alternance de périodes magmatiques très actives où il y a intrusion et volcanisme, des périodes généralement courtes, et de périodes d'accalmie où le magma refroidit et cristallise, avec le développement de beaucoup de fractures. C'est durant ces périodes de refroidissement et de fracturation que se forment les sources hydrothermales. On a donc trouvé ces sources d'eau chaude sur le plancher océanique dans le rift des dorsales. Voyons la situation d'un peu plus près. D'une part, il y a des fluides très chauds issus des vapeurs d'eau qui proviennent du magma sous-jacent. Ces eaux hydrothermales, qui peuvent être chargées en métaux dissous, s'infiltrent dans les fractures et remontent vers la surface grâce au flux de chaleur créé par la présence de la chambre magmatique sous-jacente. D'autre part, il y a l'eau de mer qui s'infiltre dans les fractures de la croûte. Ces infiltrations d'eau marine sont lentes. Elles ont des températures de l'ordre de 2 degrés Celsius, un pH marin légèrement alcalin de 7,8 et sont oxydantes. Elles sont très pauvres en métaux. Elles viennent se mélanger aux fluides hydrothermaux qui remontent et finalement, c'est un mélange hydrothermal à 350 degrés Celsius, bien différent de l'eau marine, qui est expulsée dans les sources des fonds océaniques, formant ces fumeurs noirs. Ce mélange, il est injecté avec des vitesses de 2 à 4 cm/s. Son pH est acide, 3,5, et il est réducteur. Il contient de l'hydrogène sulfuré, H2S, et surtout, il est très chargé en métaux tels que le fer, le manganèse, le zinc et le cuivre. La réaction entre ces eaux chaudes riches en métaux et les eaux marines ambiantes conduit à la précipitation de sulfure massif. Il y a un autre aspect important relié à l'existence de ces sources hydrothermales. Ce système agit comme une pompe très efficace sur les fonds océaniques. L'eau marine s'infiltre et elle revient transformée. On a évalué qu'il fallait de 6 à 10 millions d'années pour que tout le volume de l'eau des océans passe à travers cette pompe. En d'autres termes, l'eau des océans est recyclée à chaque 6 ou 10 millions d'années. L'eau, sous sa forme liquide, constitue l'unicité de la planète Terre et son plus grand volume se trouve dans les océans. La circulation océanique est donc primordiale pour l'écosystème planétaire. Il nous faut donc bien comprendre cette circulation océanique. La circulation des eaux océaniques se fait à deux niveaux.
D'abord, la circulation superficielle, qui est en grande partie contrôlée par le régime des vents. Puis, la circulation un peu plus profonde, qu'on appelle la circulation thermo-haline, qui se fait à beaucoup plus grande échelle et qui implique les eaux en plus grande profondeur. Durant la période estivale, l'océan absorbe les fortes radiations solaires, les stocke sous forme de chaleur et redistribue ensuite cette dernière grâce aux divers courants océaniques de surface qui déplacent les masses d'eau. D'abord, les courants chauds qui déplacent les masses d'eau chaude réchauffées dans les zones équatoriales et tropicales vers les hautes latitudes. Puis, les courants froids qui déplacent les masses d'eau froide vers les zones équatoriales et tropicales où elles viennent se réchauffer. Cet échange nord-sud a une forte influence sur les températures atmosphériques et régule dans une certaine mesure ces températures. On évalue que s'il n'y avait pas ce régulateur, le flux de chaleur des latitudes méridionales vers les hautes latitudes serait 2 fois moindre, avec la conséquence que les contrastes entre les climats seraient encore plus marqués. Il ferait plus froid au pôle et plus chaud à l'équateur. Atmosphère et océan forment un couple intimement lié. La circulation atmosphérique influence les courants marins et vice-versa. Le meilleur exemple qu'on peut donner de cette relation intime, c'est le phénomène El Niño. Ce phénomène El Niño, c'est d'abord et avant tout un phénomène relié au Pacifique. Ce sont les masses continentales adjacentes à l'océan Pacifique qui sont influencées principalement par ce phénomène. Il met bien en évidence l'interaction entre l'atmosphère et l'océan. Examinons d'un peu plus près ce phénomène. En simplifiant, on peut dire que le phénomène El Niño résulte d'un dérèglement atmosphérique qu'on n'arrive pas à expliquer et qui revient périodiquement. Le tableau qui suit vous présente cette périodicité pour les 4 dernières décennies. On y voit une certaine périodicité qui se produit à intervalles de quelques 4 à 10 ans. Pour bien comprendre le phénomène El Niño, il faut examiner l'interaction atmosphère-océan au niveau de la zone tropicale du Pacifique, en temps normal, c'est-à-dire sans l'effet El Niño. Ce schéma que nous avons utilisé lors de notre discussion sur les cellules atmosphériques nous montre qu'au niveau de l'équateur, les vents alizés soufflent de l'est vers l'ouest. Ces vents alizés font en sorte que du côté équateur-Pérou, il se crée une zone de haute pression atmosphérique et un climat sec. Cet air chaud et sec des côtes du Pérou-Équateur se charge progressivement d'humidité lorsque transporté au-dessus de l'océan pour former une zone de basse pression et surtout procurer un climat chaud et humide à l'Australie et Indonésie avec des précipitations régulières. En soufflant vers l'ouest, les alizés poussent donc les eaux de surface vers l'ouest. Il en résulte un empilement des eaux océaniques du côté de l'Australie et Indonésie qui se traduit par une différence de hauteur du niveau marin entre les côtes est et ouest du Pacifique. Le niveau marin est plus haut de 50 cm sur les côtes de l'Australie et Indonésie par rapport à celui des côtes du Pérou-Équateur. Cet empilement des eaux cause un courant descendant qui entraîne les eaux chaudes de surface en profondeur, abaissant ainsi la thermocline. La thermocline, c'est le niveau marin où il se produit une chute rapide de la température en profondeur par rapport aux eaux plus chaudes sous-jacentes. Il se crée alors une cellule qui fait remonter les eaux froides, ce qu'on appelle un courant de upwelling, qui sont des eaux riches en nutriments, à la marge continentale du Pérou-Équateur, relevant ainsi la thermocline. Cette dernière présente donc une pente. Ces eaux de remontée riches en nutriments sont une bénédiction pour les stocks de poissons. Voilà, ça c'est sans l'effet El Niño. L'effet El Niño entraîne une diminution ou même une suppression des alizés est-ouest, ce qui cause une augmentation de la pression atmosphérique au niveau des masses continentales du côté américain. Ce qui, à son tour, favorise la montée d'air humide et sa condensation dans la haute atmosphère, transformant un climat sec en climat humide, entraînant des pluies anormales. Cet effet sera même accentué si les alizés sont renversés, comme c'est parfois le cas.
Du côté ouest, on assistera à un assèchement du climat, d'où ces incendies catastrophiques en Indonésie et en Australie qu'on a connus en 1997. Les courants de surface d'est en ouest meurent ou presque. Il n'y a donc plus d'empilement des eaux sur les côtes de l'Australie et Indonésie, ce qui entraîne un abaissement du niveau marin. La thermocline se redresse et la cellule de courant disparaît. Il n'y a donc plus de remontée d'eau froide et riche en nutriments sur la marge continentale du Pérou-Équateur. Il en résulte donc un réchauffement des eaux sur ces côtes, au grand plaisir des baigneurs, bien sûr, mais une perte des nutriments apportés par la remontée des eaux froides, ce qui est désastreux pour les pêches. Voilà, nous venons de voir le premier type de circulation océanique, celui qui est principalement influencé par le régime des vents. Le second type de circulation, lui, n'est pas directement influencé par le régime des vents. Il s'agit de la circulation thermo-haline. Cette circulation, elle est influencée par les échanges de chaleur, thermo, et de salinité, haline. Les océanographes ont reconnu un cycle très important de la circulation océanique qui se fait à l'échelle des océans. Et ce cycle aussi se fait sur une période de 1 millier d'années. Il s'agit d'une boucle qui prend son origine dans l'Atlantique Nord où les eaux sont refroidies par les vents très froids du nord canadien et où leur salinité est quelque peu augmentée grâce à la formation des glaces qui stockent de l'eau douce et à l'évaporation. Ces eaux denses et bien oxygénées plongent vers les profondeurs et s'écoulent vers le sud sur les fonds océaniques tout au long de l'Atlantique. C'est la partie bleue de la boucle. Traversent l'océan Indien, puis remontent vers le nord le long du Pacifique pour refaire surface dans le Pacifique Nord, froide et mal oxygénée. Elles se réchauffent et s'oxygènent tout au long de leur parcours en surface, la partie jaune de la boucle, du Pacifique à l'Atlantique et se refroidissent à nouveau dans l'Atlantique Nord, plongent et recommencent le cycle. Il faut environ 1000 ans pour un aller-retour. C'est ce que plusieurs appellent l'océan global. Cette représentation de la grande boucle est simplifiée ici. Vous trouverez sur le site Internet du cours une version plus complète. Vous y verrez, entre autres, que par endroits, il y a des remontées importantes à partir des courants de fond. Ce grand cycle à l'échelle du millénaire est très important pour l'équilibre océanique. Nous verrons cependant dans la prochaine émission qu'il risque fort d'être perturbé par le réchauffement climatique actuel. Pour terminer cette émission, je voudrais vous dire 2 mots sur un sujet qui en intrigue plusieurs. Qui ne s'est pas demandé un jour pourquoi l'eau de la mer est-elle salée alors que l'eau des lacs et des rivières ne l'est pas. L'eau marine contient en effet une quantité relativement importante de sel, pas uniquement NaCl. Les constituants primaires de ces sels, ce sont les ions chlore, sodium, calcium, potassium, magnésium et j'en passe. Avec d'autres ions en quantité mineure, ces ions comptent pour 35 parties par 1000 dans l'eau de mer. C'est ce qu'on appelle la salinité normale des océans. On a vu dans une émission précédente que ces ions peuvent se combiner pour former les minéraux, par exemple, de la séquence évaporitique, calcite, gypse, halite et sylvite. À la petite école, lorsqu'on demandait pourquoi l'eau de la mer est salée, on nous répondait « c'est relativement simple. L'eau des rivières érode les continents et apporte ses sels à l'océan. » Voyons ce qu'il en est de cette réponse. Tous ces ions dont nous venons de parler proviennent de l'altération superficielle des roches. L'eau qui circule sur et dans la roche vont capter ces éléments solubles et les transporter progressivement vers la mer. On évalue que les rivières aujourd'hui apportent annuellement à l'océan 2,5 milliards à 4 milliards de tonnes de sel. L'eau des océans s'évapore à la surface et laisse derrière les sels. Cette eau va aller s'acidifier dans l'atmosphère, revenir précipiter sur les continents, altérer à nouveau les roches et rapporter des sels à la mer. On pourrait donc penser que, finalement, la mer, à recevoir continuellement des sels comme ceci, va devenir progressivement de plus en plus salée.
C'est ce qu'a cru un scientifique irlandais, John Joly, au début du 20e siècle. Il faut savoir qu'au début du 20e siècle, les méthodes radioactives pour dater les roches n'étaient pas encore mises au point. Elles n'ont été mises au point qu'au milieu du 20e siècle et que par conséquent, l'âge de la Terre était plutôt mal connu. On s'accrochait toujours à l'âge de 100 millions d'années qui avait été calculé par Lord Kelvin. Cet Irlandais, Joly, donc, s'est dit, bien, c'est relativement simple. On a simplement à diviser le volume total de sel qui se trouve dans les océans par le volume de sel qui est apporté annuellement pour connaître le nombre d'années qu'il a fallu pour apporter tout ce sel à l'océan. Et ainsi, on obtiendrait l'âge de la Terre. Ces calculs l'ont donc amené à proposer un âge de 80 à 89 millions d'années, ce qui est sensiblement proche de l'âge qui avait été proposé par Lord Kelvin de 100 millions d'années. Mais ce qui est très loin de l'âge que l'on connaît aujourd'hui de 4 milliards et demi d'années pour la Terre. On a toutes les raisons de croire que durant les derniers 600 millions d'années, sur la base de faune fossilisée et de données géochimiques, que la salinité des océans n'a pas changé. Alors, on est forcé de conclure que, finalement, l'océan se débarrasse annuellement d'une quantité de sel égale à celle qu'elle reçoit chaque année. Il faut donc qu'il y ait ce qu'on appelle des puits de sel. Dans certaines régions du globe, certaines régions côtières, on sait que l'évaporation est de loin supérieure à la précipitation, ce qui fait que certains minéraux vont donc précipiter. On pense à la série des minéraux évaporitiques, par exemple. Ces minéraux vont donc être incorporés dans les sédiments et éventuellement dans les roches sédimentaires. Ceci forme donc un premier puits de sel. Le captage de plusieurs ions par les organismes du plancton et du benthos pour sécréter leurs coquilles ou leurs squelettes minéralisés constitue un deuxième puits. Ces squelettes ou ces coquilles minéralisées, après la mort de l'organisme, vont se déposer sur les fonds marins, vont être incorporés dans les sédiments et éventuellement dans les roches sédimentaires. Les embruns marins aussi constituent un autre puits de sel. Ces embruns sont composés d'eau salée, puisque ce n'est pas un processus d'évaporation, et cette eau salée, donc, va être transportée jusqu'à une certaine distance à l'intérieur des continents. Les géochimistes ont mis en évidence un processus important par lequel l'eau marine se débarrasse d'une partie de ses sels. À la surface des océans, il y a de minuscules bulles d'air qui viennent éclater, un peu comme à la surface de votre verre de Pepsi ou de Perrier, ou encore de votre coupe de champagne. Ça dépend de vos habitudes de consommation. Donc, ces bulles viennent éclater à la surface de l'océan. Elles projettent de l'eau salée. L'eau est immédiatement évaporée et laisse derrière de minuscules cristaux de sel qui sont entraînés par les vents ascendants dans l'atmosphère et redistribués à la surface des continents. Une partie de ce sel revient par l'intermédiaire des rivières, revient donc à l'océan. L'autre partie se dépose dans les sédiments et éventuellement dans les roches sédimentaires, particulièrement dans les zones désertiques où finalement il n'y a pas de ruissellement à la surface des continents. En somme, la salinité des océans n'est pas le résultat d'une accumulation progressive, mais plutôt un équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort. En terminant, je voudrais vous signaler deux petits bouquins pour ceux qui seraient vraiment intéressés à aller un petit peu plus loin sur le sujet des océans, un sujet important. Tous les deux écrits par Jean-Claude Duplessis, un géochimiste. Le premier écrit avec Pierre Morel s'intitule « Le gros temps sur la planète ». Le deuxième, écrit par Jean-Claude Duplessis lui-même, intéressant puisqu'il aborde aussi le sujet des changements climatiques quand l'océan se fâche. La semaine prochaine, nous abordons justement ce sujet des changements climatiques. Nous allons voir principalement les grands cycles biogéochimiques et quelle est leur influence sur ces changements climatiques. Je vous dis donc à la semaine prochaine, je vous y attends.